C'est l'État qui se défend, hein, l'État qui met à distance la contestation. J'ai rarement vu une telle instrumentalisation de l'État aux fins de protection d'un homme. C'est vraiment, c'est peut-être ça la caractéristique de notre période. Antiterroristes détournés, liberté de manifester bafouée, drones partout, la France, illibérale, point d'interrogation. Voilà, la Ve République, de toute façon, repose à une tendance autoritaire. On est sorti de l'état d'urgence en 2017, au moment de l'élection d'Emmanuel Macron, mais il a immédiatement adopté la loi sécurité intérieure à lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, il y a dans des quartiers des drones qui, pendant 3 mois, vont survoler en permanence les quartiers. Bon, c'est assez significatif aussi d'une dérive et d'un contrôle, d'une volonté de contrôle des populations. Quelle est la valeur juridique d'arrêter non publié ? Normalement, il n'est pas applicable. Mais c'est trop tard. Dans un pays qui a pour symbole Marianne, dans le tableau de Delacroix, qui est dans une barricade, et la France, c'est aussi les barricades, c'est aussi la symbolique de devoir les interdire, c'est nier l'identité française, quoi. Je sais qu'il y a des limites à l'utilisation d'armes du droit. Dans un État démocratique, où il y a une séparation des pouvoirs, où il y a des garanties des droits, garanties des libertés, c'est une arme qui est utile, mais elle n'est pas suffisante. Amis du café, amis de Madame Borne, amis du 49.3, amis de la police et de Poste, bonjour. J'espère que vous allez bien. Notre ami Serge Slama, très défavorablement connu de nos services, est chez lui, café en main, un pull rouge orangé, donc parfait pour le code. Il est en train de me montrer sa tasse, vous allez voir, elle est très 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 jolie. Monsieur Slama, bonjour. Bonjour, je monte ma tasse dans les couleurs. Oh là là, alors ça c'est une première. Ah voilà, on commence à avoir des invités habitués. Ah, c'est bien ça. C'est quoi ce logo ? CRJ, c'est mon laboratoire, le centre de recherche juridique. Et je suis effectivement à Grenoble. Ah oui, parce que je sais pas si tu as vu, il y a un mec qui a montré son mug. C'est Pascal Pro qui a montré le mug offert par la BAC, je sais pas quoi. Tu me compares à Pascal Pro ? Oui. Oui, puisque exactement les mêmes. Si tu veux, je peux faire du café de commerce, hein, mais non, pas du tout. Je sais que tu vas être brillant comme tu le fus à 2 reprises, je crois. Tu es déjà venu au poste à 2 reprises. En tout cas, il y a eu un débat qu'on avait. oui, c'est parce qu'on a participé à un débat ensemble au festival de foi Résistance. Absolument, voilà. Loi antiterroriste détournée, liberté de manifester bafouée, drones partout, la France, illibérale, point d'interrogation. Professeur de droit public à l'université Grenoble-Alpes, qui est muni de belles tasses orange. Serge Slama scrute un à un les arrêtés préfectoraux les plus fous, les reculades les plus folles de nos libertés fondamentales. Au Monde, tu as déclaré cette semaine, il y a une addiction du pouvoir public à son propre pouvoir. La liberté est la règle, la mesure de police doit rester l'exception. Or, on a l'impression que l'on a renversé le paradigme. Bien connu, favorablement, de nos services. Serge, nous allons faire ensemble le point sur cette période sombre. Alors je parle avec le sourire parce que j'aime discuter, j'aime converser avec des gens comme toi, donc ça me procure du plaisir, mais je dois dire que la période dans laquelle on est, j'ai jamais vu ça. Est-ce que tu la qualifierais d'illibérale ou pas encore ? Il faut se méfier du terme libéral, et puis je crois qu'on est en présence de quelque chose qui est inhérent à la Ve République. François Mitterrand parlait de coup d'État permanent dans les périodes d'état d'urgence et d'utilisation de l'article 16 par le général de Gaulle. La période de l'après 68 a été une période particulièrement répressive, faut pas l'oublier, à l'égard des mouvements post-68 art. On se rappelle de l'éditeur Maspero, qui a essuyé le pouvoir, de dissolution aussi de groupements à l'époque d'extrême gauche. Je recommande par exemple l'Établi, on voit un peu cette période, juste la période d'après où Robert Linhart va s'établir en usine. Donc en fait, on a déjà, la Ve République, de toute façon, repose à une tendance autoritaire. C'est un régime démocratique, républicain, mais qui a des tendances autoritaires affirmées depuis le début. Et aujourd'hui, en fait, on est dans une période très spécifique où le pouvoir perd pied.
vraiment le 8 mai, un président de la République totalement isolé, sans public, pour célébrer la libération, célébrer la victoire des Alliés, c'est tout de même une image sans précédent. Et en fait, il y a une utilisation par l'autorité publique, par les préfets, d'outils de mise à distance des foules, pour préserver le président des casserolades et autres. On en reparlera sûrement. Bien sûr. Il y a eu une manifestation d'extrême droite qui n'a pas fait l'objet de mêmes intentions de la part des autorités publiques. Et donc, en fait, peut-être ce qui caractérise cette période, c'est le cumul de mesures. On aura des exemples où vraiment arrêté drone, périmètre de protection, arrêté anti-manif et autres arrêtés qui se cumulent dans le temps de manière très, très rapprochée. Comme tu l'as dit, on fait la chasse aux arrêtés avec un groupe qu'on a constitué au sein de plusieurs associations, notamment la DELICO, dont je suis membre, l'association de défense des libertés constitutionnelles. Donc, cumul dans le temps très rapproché, et puis le détournement de l'objet des arrêtés. Là, on a l'impression que la finalité principale n'est plus de maintenir l'ordre public, ou pas principalement de maintenir l'ordre public, mais de préserver le pouvoir, de préserver un homme comme président de la République depuis la réforme des retraites. Alors, il y a quand même, dans l'époque qu'on traverse, il y a quand même deux choses. C'est que la première, c'est que un Macron s'est présenté comme centriste, comme en même temps, donc il s'est pas présenté comme l'incarnation d'un visage autoritaire. Donc là, est-ce qu'il y a eu tromperie sur la marchandise, alors que d'autres l'avaient fait, comme par exemple Sarkozy. Et puis surtout, il y a, ça n'est plus une menace, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui quasiment 90 députés RN à l'Assemblée, 2 vice-présidents de l'Assemblée, une Marine Le Pen que tout le monde attend comme, enfin voilà, prédit un destin national alors que c'est pas joué du tout. Il y a ces deux mouvements quand même qui sont particuliers, non ? Oui, alors moi j'ai jamais cru au Emmanuel Macron centriste. Moi non plus. Je parlais de l'association de défense des libertés constitutionnelles. On l'a constituée avec Patrick Veil le lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron, en étant convaincu qu'il y aurait une dérive césariste et autoritaire de ce président. Ça se voyait déjà au moment de la réforme El Khomri, ou la réforme du Code du travail, pas avoir d'ordonnance. Et puis par la suite, on est sorti de l'état d'urgence en 2017, au moment de l'élection d'Emmanuel Macron, mais il a immédiatement adopté la loi sécurité intérieure à lutte contre le terrorisme, qui reprenait des mesures d'état d'urgence. On parlera des périmètres de protection antiterroristes, ces périmètres viennent de là. Donc, et puis, comme tu sais, ma spécialité, c'est le droit de l'immigration. Absolument. Dès la loi Collomb, on a vu qu'il n'y avait pas du tout de progrès en matière d'immigration, mais au contraire une tendance dure qui s'est prolongée aujourd'hui avec le projet de loi Darmanin dont on reparle aujourd'hui. Donc là, je montre à l'écran l'association de défense des libertés constitutionnelles, ADELICO, qui est peu connu, mais qui fait un travail de fond absolument incroyable, et qui est peu connu aussi parce que, sauf erreur de ma part, vous n'avez même pas de site internet, vous vous en foutez. On n'a pas de site internet, on n'a pas de réellement de membres. En fait, c'est une association pour faire des contentieux. Donc, on n'a pas vocation à substituer à la Ligue des droits de l'homme, au syndicat des avocats de France, etc. On travaille d'ailleurs, moi-même je suis membre de la Ligue des droits de l'homme d'ailleurs, mais donc l'idée qu'on a eue quand on a créé cette association, c'est d'avoir une structure extrêmement souple, où il est possible en moins d'une heure de décider de faire un recours et de déposer la requête devant un tribunal administratif. On a réussi à le faire dans cette période-là, donc voilà, c'est vraiment un outil, un instrument, c'est pas une association qui a vocation à réunir le plus grand nombre. Est-ce que la menace fasciste, moi je l'appelle comme ça, pèse, d'après toi, sur l'ambiance dans laquelle on est, de la part de Macron, de la part de la justice ? Il ne faut pas se voiler. On a beaucoup parlé de l'islamisme ou des radicaux d'extrême gauche, mais en fait, quand on voit les rapports des services de renseignement, actuellement, la menace principale sur des institutions, c'est l'extrême droite. Oui. Et la manifestation qu'on a vue là récemment, le 6 mai, je crois, elle était assez significative de ça. Ils ont une capacité de mobilisation et d'organisation assez impressionnante. Ils sont difficiles à saisir. Alors, je rappelle que le pouvoir public veut dissoudre les soulèvements de la Terre. En tout cas, Darmanin veut dissoudre les soulèvements de la Terre. Je ne sais pas s'il va y arriver, mais en fait, la législation sur les dissolutions date de 1936 et elle visait les groupes de combat et les ligues fascistes, comme l'Action française.
Il ne faut pas l'oublier que le principal ennemi de la démocratie, de la liberté, c'est l'extrême droite, c'est absolument pas le soulèvement de la terre ou je sais quel autre groupement antifasciste. Mais ce que toi tu retiens, puis après on va rentrer évidemment dans les détails des arrêtés que vous pourchassez, comment tu as dit, que vous chassez donc. Vous arrêtez une guérilla juridique, si tu veux. Voilà, une guérilla juridique. Tu disais ce qui te trouble là, c'est Macron, il perd pied, disais-tu à l'instant, un pouvoir qui Oui, de toute façon, c'est le problème des institutions de la Ve République. C'est l'idée que on incarne en une seule personne élue au suffrage universel direct l'essentiel des pouvoirs. En tout cas, rappelons-nous la période de gestion du Covid, par exemple, avec toutes les décisions qui étaient prises en Conseil de défense par le président de la République, parfois même sans consultation des ministres intéressés, où ils n'avaient pas toujours la voix au chapitre, ou parfois ils découvraient les mesures issues du Conseil de défense. Donc, ces périodes d'état d'urgence ont été importantes. On l'a dit, hein, ça a été des moments laboratoires, on l'a suffisamment dénoncé, hein, les états d'urgence, et même essayé d'obtenir leur suspension. Il y a eu aussi le droit de l'immigration qui a été une période de laboratoire, particulièrement à Mayotte. Je pense qu'on pourrait reparler de Mayotte, parce qu'il se passe à Mayotte avec l'opération menée par à nouveau Darmanin et assez inquiétante. Ce qui s'est passé en banlieue aussi, on parlera des drones, j'imagine. Aujourd'hui, il y a dans des quartiers des drones qui, pendant 3 mois, vont survoler en permanence les quartiers. Bon, c'est assez significatif aussi d'une dérive et d'un contrôle, d'une volonté de contrôle des populations. Sur Mayotte, nous avons fait 2 émissions avec Grégoire Méraud, qui est correspondant pour Au Poste maintenant là-bas. Donc on suit ça évidemment, à la fois pour ce qui se passe à Mayotte et puis pour ce que ça dit de la métropole et de la politique qui est menée là-bas. Alors, si tu veux bien. On va prendre non pas un par un tous les arrêtés, mais les familles d'arrêtés. Alors il y a on va commencer par les plus originaux, ces arrêtés anti-casserole ou anti-sifflet, anti-dispositifs sonores. Tu les vois arriver comment? Qu'est-ce que tu en penses et en quoi ils sont évidemment contestables? Alors, je vais être d'accord avec le préfet Moutou de l'Hérault, qui est un ancien collègue. Pourtant, on n'est pas du tout sur la ligne politique, mais je pense qu'il n'y a pas eu d'arrêté anti-casserole. Alors, c'est une petite réserve, c'est qu'au moment où Attaque a lancé la première casserolade, il y a eu 2 villes, dont Marseille, qui ont interdit ces manifestations. Elles ont tout de même eu lieu, hein, mais elles ont été interdites. Et là, vraiment, je vois pas sur quel fondement on peut empêcher une casserolade, qui est une vieille tradition française, hein, la tradition du charivari. Alors voilà, donc alors ce qui s'est passé, c'est que à partir de ce moment-là, à partir du discours d'Emmanuel Macron suite à l'adoption de la loi sur la réforme des retraites, il a commencé à aller en province. Il a commencé par Strasbourg. Et depuis 2018, depuis les Gilets jaunes, à chaque fois que le président de la République se déplaçait, les préfets ont pris l'habitude de créer des périmètres de protection. Un périmètre de protection, c'est une mesure issue de la loi SILT, Sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme de 2017, qui vise à créer des périmètres pour protéger une zone d'un attentat terroriste. Donc on le sait, Stade de France par exemple, un marché de Noël, enfin là où il y a déjà eu des attentats, il y a des périmètres de protection qui sont pris habituellement par les préfets. La particularité du périmètre de protection, c'est que pour rentrer dans ce périmètre, il y a des fouilles systématiques qui peuvent être faites par des policiers municipaux ou des vigiles privés pour sécuriser la zone. Ça sert à ça, le périmètre de protection. Sauf qu'on se rend compte en lisant les rapports officiels, parce qu'il y a une commission de suivi de la loi SILT, et la commission, c'est Éric Ciotti, Yael Braun-Pivet et Raphaël Gauvain. Ils ont fait des rapports régulièrement disant les préfets détournent les périmètres de protection pour des mesures d'ordre public général, de maintien de l'ordre, notamment des manifestations. C'est vraiment décrit, hein, c'est un phénomène très fréquent depuis 2018, et la quasi-totalité des déplacements d'Emmanuel Macron avait donné lieu à des périmètres de protection. Ça n'intéressait pas les médias, mais c'était déjà le cas. Peux-tu rappeler la loi SILT de 2017, sur quoi elle portait? C'est la loi qui a suivi la sortie de l'état d'urgence, et donc qui a permis d'inscrire dans le Code de la sécurité intérieure 4 mesures phares de l'état d'urgence.
dont les périmètres de protection. Et donc, quand Emmanuel Macron s'est rendu à Strasbourg, la préfète de Strasbourg a créé un périmètre de protection, empêchant de manifester à l'intérieur de ce périmètre et interdisant, par exemple, les animaux dangereux ou d'autres mesures de ce type. Alors cet arrêté-là, on l'avait pas vu à temps. Souvent, c'est publié la veille pour le lendemain. Hein. Il faut être derrière son écran sur le recueil des actes administratifs à 18 heures pour pouvoir choper l'arrêté. Et souvent, on n'a pas le temps de le contester. Hein. Et donc le lendemain, il a été dans l'Hérault. Et là, on a l'arrêté, on l'a vu, on l'a contesté. Alors ça donnera un non-lieu à statuer parce que le juge n'aura pas le temps de se prononcer. Mais dans l'arrêté, il y avait une formule assez classique qui est l'interdiction des dispositifs sonores portatifs. Voilà. Objectivement, il y a d'autres arrêtés, j'ai regardé régulièrement quand il y a des manifs, on peut limiter le nombre de décibels ou interdire les dispositifs sonores portatifs. C'est pas le préfet Lérault a pas inventé cette formule pour l'occasion. Le problème, c'est que concrètement, cet arrêté a été interprété par les gendarmes. On l'a vu dans plein de scènes dans les médias, comme empêchant l'entrée avec des casseroles. Alors on ne sait pas d'ailleurs si les casseroles étaient interdites parce que c'était un dispositif sonore ou parce que c'était une arme par destination. Parce que dans ces périmètres, on interdit aussi les armes par destination et à peu près n'importe quoi peut être une arme par destination. Et donc, rappelez-vous, Sainte-Soline, la Ligue des droits de l'homme, elle est critiquée pour avoir contesté l'arrêté limitant les armes par destination, pour la même raison, puisque tu sais, si tu as des lunettes, tu as des, je sais pas quoi, n'importe quoi dans ton sac, c'est considéré comme des armes par destination. Et donc, l'arrêté a été pris par le préfet de l'Hérault, il y a eu la polémique, la Délico a contesté l'arrêté trop tard, mais ça nous a permis de nous préparer, en fait, on avait le recours qui était prêt, pour l'arrêté suivant, donc, qui a eu lieu en Loire-et-Cher, si je ne me trompe pas, on a saisi le tribunal administratif. Ça a fonctionné à temps, on l'a repéré la veille le soir, on a saisi à temps. Juste Serge, quand tu dis on l'a repéré, c'est-à-dire que vous faites un travail de veille, il y a des services quelque part à la chancellerie. Comment ça se passe ? C'est moi le service. C'est moi en fait. On est une poignée. On a créé un groupe sur WhatsApp que j'ai appelé. Alors c'est une blague de juriste. Hein, le groupe d'action juridique contre les arrêtés préfectoraux ou anti-arrêtés préfectoraux, le GAJAP. Alors, c'est en référence au GAJA. Les juristes savent que ce qu'est le GAJA, c'est un bouquin. Ça m'a l'air drôle, mais j'ai pas la ref. Je te le montre si tu veux. Vas-y. J'ai toujours un GAJA près de moi. Ah, c'est génial. C'est de la pub à Dalloz, hein, désolé pour. Ah non, mais Dalloz, c'est. GAJA, c'est les grands arrêts de la jurisprudence administrative. Attends, je te mets en grand. C'est la référence des juristes en droit administratif. On apprend le droit administratif sur ce livre, les grands arrêts de la jurisprudence administrative. On appelle ça des GAJA. Il y a même des t-shirts GAJA. Une collègue, Caroline Lantero, a un t-shirt. Et ça se fume le GAJA ou... Quoi ? Ça se fume le GAJA ? Je sais pas, j'ai jamais essayé. En tout cas, ça sert aussi à... Si tu as une table pas très stable... certains collègues ont tous les exemplaires du GAJA depuis les années 50. Ça a été créé tout de même par René Cassin, notamment Valine Rivero, Veille et Long, pardon. Nous avons le petit Luc dans le chat qui nous dit « Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, couramment abrégé en GAJA, est un recueil de jurisprudence du droit administratif français publié en 1956. » Voilà, à l'initiative de Cassin, enfin de résistants, on va dire, sachant qu'il y avait aussi Bréban, hein, qui était communiste dans le GAJA. Et donc on a appelé ce groupe, et puis concrètement, c'est Paul Cassia, qui est un collègue prof de droit public, Jean-Baptiste Souffron, qui est l'avocat de la Délico notamment, et puis des avocats du SAV, Vincent Souty par exemple, ou de la Ligue des droits de l'homme, Marion Auger et Lionel Crusoe. Il y a aussi des représentants du syndicat de la magistrature ou du syndicat des avocats de France ou d'autres structures. Et puis c'est un tout petit groupe où on essaie de repérer sur les réseaux sociaux l'apparition des arrêtés ou d'aller les voir quand il y a un déplacement. Et quand on repère l'arrêté, on essaie de s'organiser pour contester. C'est souvent dans l'heure. Hein. Il faut pouvoir faire un recours très tôt, très vite, pour que le juge administratif ait le temps de convoquer une audience dans la matinée et de suspendre l'arrêté. C'est complexe. C'est vraiment indispensable de le faire parce que si on ne fait pas cette chasse aux arrêtés, déjà, il y a des drones qui volent un peu partout, mais par exemple, les périmètres de protection, on a gagné puisque le TA d'Orléans a suspendu
l'arrêté. Le lendemain, on a contesté un autre périmètre de protection qui avait été créé. Alors quand tu dis TA, c'est tribunal administratif. Qui avait été créé sur le château de Joux là, à l'occasion du déplacement sur Toussaint-Louverture, ce qui est un paradoxe d'ailleurs. Toussaint-Louverture, un tel symbole de résistance et de révolution que Macron cherche à s'approprier Toussaint. J'ai un voisin, Jérôme Soldeville, qui a écrit sur Mediapart un billet là-dessus sur Toussaint-Louverture. Je le recommande parce qu'il montre que l'esprit révolutionnaire de Toussaint-Louverture est du côté de ceux qui voulaient manifester, et pas du côté de ceux qui étaient barricadés dans le château de Joux. Et donc l'idée est d'avoir réussi à contester ces arrêtés. Ça a tellement bien fonctionné que le préfet avait retiré l'arrêté créant un périmètre de protection autour du château. Il faut voir la carte, elle est impressionnante, puisqu'ils avaient vraiment, c'était une espèce de douve juridique créée autour du château de Joux. Et l'arrêté a été retiré. La direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'Intérieur, Pascal Léglise, qu'on connaît assez bien, qu'on fait des audiences au Conseil d'État, a envoyé une instruction au préfet demandant de ne plus prendre ces périmètres de protection parce que c'est un détournement de procédure. Donc, c'est tout de même rare de voir le ministère de l'Intérieur reconnaître que les préfets faisaient un détournement de procédure. Ils utilisaient une loi antiterroriste à des fins de maintien de l'ordre public. Et, mais alors Serge, je t'écoute avec passion et le chat aussi qui goûte tes blagues de juriste et qui t'écoute vraiment passionnément, en tout cas c'est ce qu'il dit. Quand Darmanin dit au préfet bon arrêtez là les détournements, quand on dit c'est les gendarmes qui surinterprètent les ordres, est-ce qu'on se fout de notre gueule ou est-ce qu'il y a une part de vérité? Est-ce que tu crois vraiment que les gendarmes ont fait un excès de zèle? Est-ce que tu crois vraiment que les préfets étaient idiots au point de prendre des arrêtés qui n'étaient pas, qui contournaient, qui détournaient la loi, ou est-ce que justement votre succès peu à peu, votre guérilla dont tu parles, puis un peu les médias qui ont suivi, les tribunes qui ont été multipliées, le côté parfois complètement absurde de certaines situations ont fait que ça s'est un peu trop vu et là tout en haut on s'est dit bon faut peut-être se calmer. Non, en fait, je pense que c'est plus complexe que ça. C'est l'État, les services de l'État ont pris l'habitude, lorsqu'il y a des déplacements de Macron, depuis les Gilets jaunes, de sécuriser la zone. Regarde le 8 mai, il n'y a pas de périmètre de protection. Enfin, il y a aussi un périmètre de protection. Enfin, il y a une idée de mise à distance des foules parce qu'il y a une peur des foules de la part du pouvoir actuel. Ils veulent pas avoir d'image BFM. On a Emmanuel Macron avec derrière des gens qui tapent sur des casseroles. Et donc, il y a une espèce d'intériorisation par les services de sécurité, les services de l'État. Il faut sécuriser la zone parce qu'un préfet, il veut pas se faire engueuler par le ministre en disant ah voilà, il y a eu ces images dans BFM, c'est catastrophique, vous êtes responsable. Et donc, quand vous êtes le préfet de l'Hérault ou le préfet du Bas-Rhin, ou etc., et que vous devez sécuriser, vous prenez toutes les mesures juridiques que vous avez à votre disposition. Ils l'ont fait depuis 2018, personne ne le contestait. Bon, ils continuent à le faire. Donc, alors on avait beau, moi, comme universitaire, j'avais dit à plusieurs reprises que les périmètres de protection étaient détournés, mais personne n'entendait ça. Donc, paradoxalement, c'est le fait que les gendarmes aient fait et saisi les casseroles devant les médias qui ont permis de délégitimer ces arrêtés. Mais le problème n'était pas les casseroles, le problème était l'utilisation de législation antiterroriste pour protéger les oreilles du chef de l'État, en réalité. Mais attention, parce que... Oui, mais tu disais que depuis 2018, ça posait aucun problème au même préfet. Personne ne le contestait, ou on n'avait pas le temps de le contester, ou on ne s'était pas organisé pour. Donc quand Darmanin fait cette sortie-là en disant à ses ministres, calmez-vous sur les arrêtés, à quoi il joue? Au préfet. Là, il joue... Enfin, je pense que c'est pas vraiment Darmanin, c'est vraiment... je sais pas comment Libé s'est procuré ce mail, mais... c'est un mail envoyé par la directrice des libertés publiques et des affaires juridiques au préfet disant il voyait bien qu'on allait cartonner tous les arrêtés, on s'était organisé, donc on allait monter une affaire au Conseil d'État. C'était le but, sauf qu'il faut agir de manière extrêmement diligente, puisque tout ça se passe en 24 ou 48 heures. Donc ils ont bien compris qu'on lâcherait pas, ils nous connaissent, on a fait beaucoup d'audiences au Conseil d'État en représentant des associations où Paul Cassé a fait beaucoup de recours, donc ils savaient bien qu'on lâcherait pas, et donc
elle a alerté les préfets sur le fait de plus détourner les périmètres de protection. Mais j'insiste qu'au château de Joux, le périmètre de protection a été abrogé, retiré même. Pourtant, le jour même, les gendarmes ont fait un barrage empêchant les manifestants d'accéder au château. Ce barrage était totalement illégal, il n'y avait aucun fondement juridique, rien ne permettait d'entraver la circulation des citoyens et la possibilité d'aller dans ce village. Donc, on voit bien que parfois il y a une espèce de fait accompli. On l'avait aussi au Stade de France. Hein, la CGT était interdite de manif. Elle a obtenu satisfaction devant le tribunal administratif grâce à Marion Auger à nouveau. Et pourtant, on a vu que les cartons rouges, notamment, étaient saisis à l'entrée du Stade de France. Donc, voilà, c'est l'État qui se défend. Hein. C'est l'État qui met à distance la contestation. J'ai rarement vu une telle instrumentalisation de l'État aux fins de protection d'un homme. C'est vraiment, c'est peut-être ça la caractéristique de notre période. Dans les interdictions de manifester, est-ce que il y a d'autres choses que le périmètre de sécurité? Qu'est-ce que l'on voit poindre en ce moment? Alors, donc, en fait, il y a un cumul de mesures actuellement. Bon, les périmètres de protection, il y en a encore, mais vraiment dans des zones où il y a un risque terroriste. Il y a systématiquement des interdictions de manifestation. On a vu la période de l'après-annonce du 49-3. À partir du 17 mars, le préfet de police de Paris avait pris des arrêtés tous les soirs pour interdire les manifestations spontanées. Lionel Crusoe et Marion Auger pour la Ligue des droits de l'homme et de SAF ont fait une chasse littéralement à l'arrêté. Ils sont pris 3 ou 4 non-lieux à statuer parce qu'à chaque fois c'était tardif, hein, la publication était tardive, voire même certains arrêtés n'ont même pas été publiés. Et puis finalement ils ont développé, ils se sont organisés, ils ont fini le 31 mars par avoir une audience au tribunal administratif et l'arrêté a été suspendu le 1er avril. Et le 4 avril, la Délico, on a obtenu une belle ordonnance où le tribunal administratif de Paris donnait injonction au préfet de Paris de publier à temps ses arrêtés. Alors voilà, parce que ça c'est l'autre truc, c'est-à-dire qu'on a vu même des arrêtés être publiés en cours d'exécution, si je puis dire, c'est-à-dire je sais plus où c'était. Pas du tout, pas pour certains. Le 29 mars, l'arrêté n'est pas publié. Donc en fait, là aussi, les arrêtés sont souvent pris la veille. Ils sont censés être mis en ligne le soir, ils ne le sont pas toujours. On les découvre le lendemain matin, le temps de déposer la requête et d'avoir une audience. Souvent, l'arrêté est déjà caduc, en fait, est déjà exécuté. Donc, ils sont très, très durs à contester. Il faut vraiment s'organiser. Lionel Crusoe et Marion Auger, en fait, ont même contesté un arrêté avant qu'il existe. Et encore un autre dans le chat te demande quelle est la valeur juridique d'arrêté non publié. Normalement, il n'est pas applicable. Mais c'est trop tard. Donc, en théorie. Bon, malheureusement, ils sont appliqués. Hein. Concrètement, ils le sont. Ils sont très difficiles à saisir. Mais normalement, un arrêté non publié n'est pas opposable et donc pas applicable par les pouvoirs publics. Et donc, il y a eu cette période-là qui a été importante avec ces deux premières ordonnances, hein, du 31 mars, je crois, et du 4 avril. Mais pour autant, ils continuent à interdire quasiment systématiquement les manifestations. Donc on a vu à Lyon qu'il y a eu beaucoup d'interdictions ou dans d'autres villes. On parlait du Stade de France où il y avait périmètre de protection, interdiction de manifestation, utilisation pour la première fois des drones. On en reparlera, j'imagine. Oui. Et c'est sur le fondement du règlement de la Fédération française de football, des sifflets à l'entrée du Stade de France. Les sifflets, c'est possible, mais les cartons rouges, ils n'avaient pas le droit de les saisir. Donc on voit là le cumul et d'ailleurs ce qu'on appelle le continuum de sécurité, c'est-à-dire public-privé. Utilisation, les périmètres de protection, c'est pareil, c'est public-privé. Les drones aussi, c'est des technologies souvent développées par des prestataires privés au service de l'État. Donc, on voit ce continuum de sécurité qui s'applique ici dans cette période et le cumul de mesures assez impressionnant pour empêcher de manifester. Continuum de sécurité qui a été largement renforcé, c'était d'ailleurs l'objet premier de cette loi par la loi sécurité globale. Oui, justement, la loi sécurité globale, c'était son objet premier, en fait. On voit les effets là extrêmement concrets d'implication de prestataires privés. Et on parle même pas de la loi JO, hein, ça va encore plus se développer. Il va y avoir des expérimentations, notamment de surveillance algorithmique hein, des foules, donc qui a déjà été expérimenté à Nice, ça va pas t'étonner.
Mais prenons les arrêtés. Il y a des arrêtés. Oui, il y a quelqu'un dans le chat qui parle du quartier des Moulins. Alors, je connais pas, ou du Moulin, je sais pas, à Nice. Donc, c'est ça. Donc, alors, il faut préciser sur les drones, je fais un petit retour. Les drones, on va y venir. On va y venir, Serge. Je sens. C'est un drone, en fait. Oui, c'est ça. Il a été drone pendant 3 mois. Voilà, c'est ça. Zulu 2000 te demandait, est-ce qu'il n'y aurait pas de recours possible contre ces arrêtés non valables, même a posteriori, donc. On a obtenu déjà l'ordonnance du 4 avril qui donne injonction au préfet de publier en temps utile ces arrêtés. On a réfléchi à la Délico à faire une procédure contre le ministre de l'Intérieur. Le problème, c'est que la jurisprudence du Conseil d'État est défavorable. Parce que l'idée, ça serait de demander au ministre de l'Intérieur de donner des instructions au préfet de publier leurs arrêtés en temps utile. Mais le Conseil d'État estime qu'on ne peut pas demander à une autorité hiérarchique de demander à ses subordonnés d'appliquer la loi. Parce que là, il s'agit d'appliquer la loi. La loi, le Code des relations entre public et administration, prévoit l'obligation de publication des arrêtés. Et donc, pour l'instant, on n'a pas trouvé le moyen. Il faudra peut-être généraliser les procédures devant plusieurs tribunaux administratifs. Il y a une stratégie à développer. On y réfléchit. Il y a tellement de fronts actuellement que c'est un peu compliqué. On a tendance à saisir systématiquement le tribunal administratif, y compris quand on risque le non-lieu, précisément pour établir que c'est extrêmement compliqué à contester. Qu'en pratique, souvent on découvre, on pourrait parler d'une rêve partie dans la Manche, par exemple, où on découvre par un tweet du préfet que du 5 mai au 9 mai, il est autorisé d'utiliser un drone au-dessus de la rêve partie interdite. Twitter est donc un de tes lieux de veille, si j'ai bien compris. Parce que souvent, je te vois retweeter ou répondre plus exactement à des tweets de oui. Alors, préfet 06, préfet 74. Pour l'instant, Mastodon n'a pas la même interactivité. Les pouvoirs publics publient leurs arrêtés et leurs informations sur Twitter. Donc, et puis, il y a beaucoup de gens qui nous informent. Hein. Il y a aussi une communauté de tweetos qui est assez vigilante. Beaucoup de médias aussi qui nous informent. Donc, pour moi, c'est l'endroit où on peut avoir des informations avec tous les défauts de Twitter qu'on connaît par ailleurs. Hein, mais et c'est Combat DH, parce que c'est mon ancien blog, un combat pour les droits de l'homme qui a existé il y a... C'est ça. Voilà, mais Eurial, comme toujours, prête à bondir, vient de remettre ton compte Twitter dans le chat. Alors justement, quand j'ai annoncé que tu venais, il y avait plein de gens qui étaient contents, mais il y a quelqu'un qui dit mais pourquoi se gêner? Alors il parle pas de toi, il parle des préfets. Mais pourquoi se gêner? Le préfet peut accumuler des condamnations du tribunal administratif tous les jours, il n'est pas personnellement responsable. Et est-ce que là, il n'y a pas un petit souci quand même, parce que vous faites condamner, vous mettez des bâtons dans les roues de l'État, mais finalement l'État continue à rouler sans aucun problème, puisque sans aucun problème, il peut freiner, mais il repart. Il n'y a pas de suite. On se souvient par exemple de Didier Lallemand, qui était peut-être l'homme le plus condamné de France. Oui, peut-être. Là-dessus, là, je vais réagir en administrativiste. Ça a été une victoire au début du 19e siècle, à la fin du 19e siècle, pardon, d'avoir une reconnaissance que l'action des fonctionnaires engage la responsabilité de l'État. Il ne faut pas oublier que pendant longtemps, l'État était irresponsable. Et donc, quand un préfet agit, c'est l'État, en fait. Oui. L'État qui est responsable. Alors, un préfet, on pourrait engager sa responsabilité s'il y avait une responsabilité pénale ou une faute personnelle, ce qui est extrêmement rare. Mais quand le préfet de l'Hérault ou la préfète du Bas-Rhin adopte des arrêtés, c'est l'État qui agit. Moi, je ne crois pas non plus qu'ils agissent de manière complètement spontanée. Alors, ils n'ont pas forcément des instructions formelles du ministre de l'Intérieur, comme là, hier, le ministre de l'Intérieur a annoncé l'interdiction de toutes les manifestations d'extrême droite. Ça, c'est une instruction du ministre de l'Intérieur, mais ils n'en ont pas forcément. Mais en tout cas, ils ont une certaine conception de l'État où ils cherchent à protéger le chef de l'État lors de ses déplacements, ils prennent des arrêtés. Non, mais ce que je veux dire sur l'idée que, et ça peut se comprendre évidemment que ce soit pas eux qui soient comptables individuellement, mais c'est l'État. Mais au fond, ces condamnations ou ces arrêtés cassés ne les empêchent pas de continuer. Non, mais bon, au bout d'un moment, tout de même, il y a une forme de décrédibilisation de l'État. Sur les périmètres de protection, on les a tournés au ridicule. Hein. On a tout de même un détournement de procédure qui est reconnu par l'État lui-même. Le préfet Moutou qui avait assumé dans les médias l'utilisation du périmètre de protection, dans Le Monde notamment, il dit expressément
pour lui, le périmètre de protection était fondé. Il avait défendu dans les médias en disant que c'était pas anti-casserole. Là, je veux bien le reconnaître. Donc, à un moment donné, il se décrédibilise. Enfin, t'imagines tout de même que un petit groupe, une poignée de même pas 10 personnes sur un groupe WhatsApp est plus capable de faire une veille juridique et de réagir que l'État dans son entier. Enfin, c'est assez inquiétant pour des institutions d'ailleurs, hein, que voilà, on soit plus compétent qu'eux. Je sais pas, hier, Darmanin, il dit il faut interdire, enfin, j'ai donné instruction d'interdire toutes les manifestations. Il n'a pas un conseiller juridique pour lui dire que D'extrême droite. c'est ça. Et que ça va servir l'extrême droite. Alors ça, si tu veux bien aussi, on en parlera un peu plus tard, parce qu'effectivement, ça pose des questions à nous, gens de gauche, des questions morales. Je crois même que tu as été interviewé, je sais plus par quel journal. Interpellé sur le fait pourquoi on ne conteste pas le drone. Je vois pas en quoi la Délico a intérêt à agir pour contester un drone au-dessus d'une manif de fascistes. Est-ce qu'il y a une règle de l'heure de publication d'un arrêté avant une manifestation, te demande Roland? Non, normalement, c'est en temps utile. Hein, c'est donc, logiquement, il devrait publier. Alors, souvent, en fait, concrètement, dans le fonctionnement, c'est qu'ils donnent des informations la veille pour le lendemain. Donc, ils publient souvent la veille au soir, quoi. C'est ça le problème. Alors, ça dépend de quel type de manifestation c'est. Si c'est une manifestation déclarée par un syndicat, on doit la déclarer 3 jours avant. Hein, Oui. Donc là, l'État, s'il veut interdire, il attend d'interdire, il notifie aux organisateurs qui peuvent contester devant le tribunal administratif en temps utile. En revanche, le scénario aujourd'hui, c'est souvent sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui appellent à manifester ou il y a un déplacement qui est prévu du chef de l'État ou d'un ministre où il va se passer quelque chose. Et le préfet, la veille, adopte un arrêté et le publie au recueil dans la nuit, quoi. Et donc, là, c'est quasiment impossible à contester. Ça doit vraiment être hyper diligent et avoir un juge administratif qui veut bien siéger le 8 mai, par exemple, ou le 1er mai. Pour rester dans la manifestation, Floch te demande, est-ce que c'est une valeur légale, cette histoire d'armes par destination, par anticipation, ou est-ce un abus? Bon, ça a été, enfin, je suis pas hyper spécialiste de ça, c'est contesté. Là, on l'a reproché à la Ligue des droits de l'homme hein, pour Sainte-Soline. En tout cas, enfin, il faut faire le lien avec d'autres événements. Tu sais que il y a beaucoup d'avocats qui critiquent des gardes à vue de type préventif pour les manifestations. Bien sûr. C'est les gilets jaunes. Hein. Alors je pense à Raphaël Kempf notamment, ou bien sûr, avocat très engagé sur ces questions-là et qui critique depuis assez longtemps des techniques policières qui viennent des quartiers d'ailleurs où on utilise des infractions pour faire des contrôles préventifs avant les manifestations et dès qu'il y a quelque chose qui pourrait servir d'arme dans le sac, on place en garde à vue la personne et ça aboutit la plupart du temps à des relax en fait, ou même pas de poursuite du tout, les personnes ne sont pas poursuivies par le parquet. Là aussi, il y a une tentative de la Délico au début de cette période sur les retraites où on a essayé de contester cette pratique, mais le juge administratif a pas suivi. Pour des problèmes de preuve, c'est extrêmement difficile à prouver qu'il existe des instructions en ce sens. Tu vois, c'est des pratiques de parquet qu'on connaît, qui sont couvertes souvent par des réquisitions du procureur de la République, par exemple, ou d'autres formes d'autorisation de contrôle systématique. Alors, il y a tout de même une information. Mediapart a publié il y a 2-3 jours un article sur, à Lille notamment, dans d'autres parquets, il y aurait des parquetiers qui auraient créé des tableaux des listes de gardés à vue, des listes XL de gardés à vue. Et ce qui est complètement illégal, hein, ils peuvent faire des remontées, mais pas individuelles, via Sphinx, qui est le système de... Je crois que c'est Sphinx, j'ai pas me tromper de nom, pardon. Et ils peuvent faire des remontées individuelles, mais là, c'est un tableau créé en violation de la loi sur l'informatique et les libertés. La Ligue des droits de l'homme a annoncé, la Délico va le faire aussi, d'avoir saisi le tribunal administratif de Lille contre cette pratique des parquets. Alors, c'est difficile d'identifier si ça vient du ministère ou si c'est une pratique locale, mais ça va être assez intéressant parce qu'on pourra peut-être obtenir une injonction d'un tribunal administratif donnant injonction au parquet de détruire les tableaux. Ça serait pas banal. En termes juridiques, c'est tout de même
Ça serait une belle première d'avoir une injonction à un parquetier, quoi. On va passer au drone, mais d'abord, les arrestations préventives, les gardes à vue préventives dont tu parlais, ont aussi été dénoncées par Dominique Simoneau, contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Elle a été immédiatement, à minuit, elle était attaquée par Gérald Darmanin en disant « Vous dépassez vos compétences », Dominique Simoneau, qu'on avait évidemment reçu au poste. La Ligue des droits de l'homme, on connaît tous le procès qui lui est fait aujourd'hui par la droite et l'extrême droite et des membres éminents du gouvernement. Est-ce que vous, Délico, vous avez aussi des menaces en disant c'est quoi ces zigotos? La Délico, enfin, attention, vraiment, on peut pas comparer la Délico. Ah bah c'est quand même 10 gus dans leur garage qui font un peu chez l'État quand même. La Délico, c'est une boîte à outils, hein, on n'a vraiment pas. Ouais, ça commence toujours comme ça. Ouais, non, mais bon, après, interroge Patrick Veil, lui, son idée, c'était l'avoir la CILU, tu sais, la grande association civile des libertés aux États-Unis. Oui. C'est la Ligue des droits de l'homme américaine, la CILU. Oui, absolument, ouais. Son idée était là, d'avoir une grande association de défense des libertés constitutionnelles en France. Bon, vraiment, on n'a pas vocation à faire des polémiques, etc. On a juste vocation à faire des recours. Non, mais ce que je veux dire, c'est sur l'état d'esprit qui règne, ça aussi, c'est quand même... il faut remonter, il me semble-t-il, aux années 70 pour... Oui, pour avoir une telle pression. Moi, je dis souvent à mes étudiants, l'avenir montrera qui a défendu l'état de droit. Moi, je me suis déjà retrouvé dans des audiences au Conseil d'État face à Pascal Léglise, qui représentait le ministère de l'Intérieur, en disant, entre vous et moi, je crois que ici, c'est moi qui représente l'état de droit, qui défend l'état de droit. Je suis prof de droit public, par ailleurs, je suis aussi fonctionnaire, heureusement, j'ai une liberté d'expression. Oui. Et la Délico, je le fais comme citoyen, pas comme prof, mais moi, j'ai la sensation que quand on recadre les préfets sur l'utilisation des drones, des périmètres de protection, des arrêtés anti-manif systématiquement, on protège l'état de droit. On évite une dérive de l'état de droit. Un état de droit, c'est aussi la possibilité d'avoir une société civile qui conteste, une possibilité de saisir les recours. Et il faut reconnaître d'ailleurs que les juges administratifs, dans cette période, ils sont en train de jouer leur rôle. Alors, je ne parle pas du Conseil d'État, parce que un magistrat administratif de base et le Conseil d'État, c'est pas pareil. Mais regarde à Mayotte. Il y a une belle ordonnance du tribunal administratif de Mayotte qui a été rendue sur les locaux de rétention administrative. C'est une ordonnance très longue, très bien argumentée, qui met fin à des pratiques de préfets qui, là-bas aussi, ne publiaient pas les arrêtés, ou publiaient tardivement les arrêtés, créant des locaux de rétention administrative. Et à Mayotte, tu sais aussi qu'il y a un juge judiciaire qui a été critiqué d'ailleurs pour ça. Non, mais c'est ce que j'allais te dire, c'est-à-dire qu'on lui a reproché, Europe 1, les journalistes de préfecture ont sorti l'affiche en disant « Ah, mais c'est une juge rouge, c'est une juge du syndicat de la magistrature », enfin tu vois, c'est quand même... Oui, mais on regarde pas parfois, il y a aussi des magistrats qui rendent des ordonnances extrêmement dures, qui sont peut-être aussi des juges proches, enfin qui ont d'autres appartenances politiques, tu vois, on n'en sait rien. Elle est magistrate, c'est une magistrate reconnue, elle a rendu une ordonnance qui est tout à fait fondée, elle est actuellement en appel, on verra bien ce que dit le juge d'appel. Voilà, en tout cas, c'était justifié par rapport à la situation de Mayotte. T'imagines tout de même qu'ils détruisent des habitations de personnes en menaçant les habitations qui sont au-dessus, donc de destruction d'habitations légales, on va dire, et sans prévoir rien sur le meuble. T'as un frigidaire, t'as je sais pas quoi, du mobilier, un lit, etc. Tout ça a été détruit avec le bidonville. C'est tout de même gravissime de pouvoir détruire, ils veulent détruire 5000 bangas à Mayotte, 5000 bangas où ils détruisent tout le mobilier, etc. Et dans les bangas, il y a des Français aussi, hein, il n'y a pas que des Comoriens irréguliers. Hein. Oui, absolument. Oui. Mais quand tu dis, et après je te jure, on va au drone. Quand tu dis, je défends l'état de droit, mais comment tu arrives à ne pas être découragé? Quand je dis toi, c'est l'association, c'est tes camarades, parce que quand l'État finalement ne respecte pas le droit, ça devient compliqué de... Moi, je viens d'une association logistique et une petite association qui, dans les années 70, a défié l'État pour préserver le droit des travailleurs. Magnifique association, oui. On a eu Logistique, alors je parle long parce que voilà, je fais partie de cette grande lignée de juristes de Logistique qui défend le droit des immigrés. On a eu des belles victoires. Je reprends le Gaja. Logistique est la seule association à avoir plusieurs arrêts au Gaja. Donc
On sent que c'est important. Voilà, non, mais c'est important. Enfin, Bien sûr, bien on sûr. voit qu'il va découvrir un arrêt de 78 qui s'appelle Gisti, où on voit qu'une association peut contester un décret et obtenir la préservation du droit au regroupement familial. Ben voilà, ça prouve que le droit, parfois, c'est aussi utile. Après, il y a eu beaucoup de déconvenues, et moi, au sein du Gisti, je suis de plus en plus sceptique sur l'utilité du droit pour protéger les droits des étrangers. C'est-à-dire, on a une chute des droits qui est vraiment extrêmement importante, et des juges qui répondent plus. Hein. Le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État n'assument plus leur rôle. Même la Cour européenne des droits de l'homme est de plus en plus décevante. Euh, mais là, par exemple, on a vu que dans cette période-là, on a vraiment une dérive autoritaire du pouvoir dans le cadre de la réforme des retraites, la contestation de la réforme des retraites. On voit des juges qui sont au rendez-vous, pas toujours. Hein. Je pense que le Conseil d'État va les recadrer d'ailleurs. On va parler des drones, le décret drone est devant le Conseil d'État. Mais en tout cas, c'est assez heureux. On voit que le droit peut encore servir dans ces périodes à permettre à la CGT de manifester, à permettre à un festival des bâtons dans les routes de se tenir sans avoir un drone sur la tête en permanence, quoi. Alors, les drones, l'usage des drones. Est-ce que tu peux faire un état des lieux juridique, d'abord de ce qui est autorisé et de ce qui est effectué? Alors, les drones, c'est une vieille histoire. Hein. Il y a des tentatives d'utilisation des drones depuis assez longtemps. Ouais. Donc, ça fait vraiment un petit moment que l'État essaye d'utiliser les drones, notamment dans le maintien de l'ordre. Et vous rappelez sûrement, c'est là où il y a une visibilité pour le public, c'est pendant le confinement général de la population en mars-avril 2010, la Quadrature du Net et la Ligue des droits de l'homme avaient contesté l'utilisation par le préfet de police de Paris, l'allemand, de drones pour faire respecter le confinement. C'était vraiment une requête intelligente qui a été faite par un ancien de mes doctorants d'ailleurs, Bastien Lequérec, avec l'idée qu'un drone enregistre des images, transmet des données, c'est des données à caractère personnel, et donc il fallait une loi pour autoriser les drones. Donc ça, c'est la première ordonnance du Conseil d'État. Il y en a une deuxième parce que l'État n'a pas respecté la première ordonnance. Ils ont continué à utiliser des drones. Et puis la CNIL a condamné le ministère de l'Intérieur. Personne n'en parle, mais le ministère de l'Intérieur a été condamné par la CNIL à une sanction pour avoir continué à utiliser des drones en violation des lois sur l'informatique et les libertés. Ensuite, il y a une première loi qui a été visée à légaliser les drones, c'est la loi sécurité globale qu'on a déjà évoquée. Ça a été largement censuré par le Conseil constitutionnel, avec un recadrage assez important de l'utilisation des drones. Puis une deuxième loi qui a été adoptée en début d'année, qui a été validée cette fois-ci, et un décret qui est paru récemment, au mois d'avril, je crois. Le décret est contesté par la DELICO, la Ligue des droits de l'homme, etc., devant le Conseil d'État. Donc l'audience de référé, c'est le 16 mai. Et à partir de ce décret, on voit des arrêtés de drones. Donc ils ont commencé dans le Tarn, sur la manif contre l'autoroute A69. Et puis Mayotte, arrêté drone pendant 3 mois. Hein, c'est à Mayotte qu'ils ont autorisé d'abord, le Stade de France. Et puis là, on en voit partout, tous les rave parties, les festivals, les quartiers, les rodéos urbains, toutes les manifs à Lyon, à Paris, à Bordeaux. Enfin, ils autorisent systématiquement des drones sans vraiment encadrer l'utilisation. Donc à Nice, par exemple, ou dans l'Eure, je crois, c'est l'utilisation pendant 3 mois, open bar des drones au-dessus des quartiers. Quelle est la justification? Et est-ce qu'il doit y avoir une justification ou pas? Est-ce que la loi exige? Alors, le drone prévoit des cas dans lesquels les drones peuvent être utilisés. Alors, il y a des utilisations secours en montagne, lutte contre l'incendie. Enfin, bon, voilà, moi, ça me choque pas s'il faut aller trouver quelqu'un qui s'est perdu en montagne d'utiliser un drone, tu vois. Enfin, bien sûr. Et puis, il y a évidemment des finalités lutte contre le terrorisme, contrôle des frontières. D'ailleurs, le préfet des Alpes-Maritimes, le 4 mai, a autorisé pour la première fois un drone pour contrôler les frontières. Après, il y a maintien de l'ordre, ce qui est plus contesté, ou c'est plus largement la lutte contre la délinquance, contre des infractions, je pense la lutte contre des trafics de drogue dans les quartiers notamment. Et là, l'arrêté sur le quartier de Moulins, là, qui a été évoqué tout à l'heure, le préfet des Alpes-Maritimes autorise, à partir du 9 mai, si je ne me trompe pas, d'hier, pendant 3 mois, l'utilisation de drones au-dessus du quartier pour plein d'infractions, en fait. Donc c'est vraiment open bar, hein, l'utilisation du drone.
On est dans une société où désormais il va y avoir des drones en quasi-permanence au-dessus de la tête des quartiers, enfin des personnes qui vivent dans ces quartiers. Je sais pas si tu imagines la société dans laquelle on va. Hein. Enfin, Bah, bien sûr. ça Bien sûr. ressemble à du Damasio de plus en plus, hein, ou du Serge Lehmann en termes de science-fiction, c'est-à-dire ces drones qui survolent en permanence les quartiers jugés comme voilà. Et pareil pour les manifestations, ils utilisent. Voilà. Alors on a eu assez peu de victoires. Pour le festival, les bâtons dans les routes, on a fait suspendre le drone. Donc ça, c'est l'autoroute en construction du côté de Rouen. Autour de Rouen, donc le préfet avait autorisé le survol en permanence de la zone par des drones, en invoquant des risques de troubles à l'ordre public, notamment parce que les soulèvements de la terre participaient à ce festival. Ça a été suspendu par le tribunal administratif. Au Havre aussi, on a eu un recadrage de l'utilisation du drone, mais pour le reste, l'utilisation du drone, on l'a contesté à Bordeaux, à Lyon, à Paris, je sais plus, enfin, dans plusieurs endroits. Pour l'instant, les juges ont tendance à valider ou à recadrer un petit peu, mais bon, voilà. Alors, c'est intéressant, c'est la première fois qu'on a des arrêtés pour 3 mois, parce que pour l'instant, c'était souvent des arrêtés pour une manif, euh, dans des périmètres, des zones déterminées avec des plages horaires déterminées. Là, dans l'Eure et pour les Alpes-Maritimes, c'est vraiment une utilisation dans la durée, à Mayotte aussi. Euh, et pour moi, ce combat, il est important parce que si on va sûrement le perdre, hein, mais si on le mène pas, je pense que dans très peu de temps, d'ici 6 mois, 1 an, toutes les manifs, tu auras des drones, tous les quartiers sensibles, tu auras des drones. Euh, T'imagines, tu fais une rêve party, un festival, et en permanence, tu as un drone au-dessus de la tête qui regarde si tu plantes des clous dans un arbre. Quoi. C'est une société, moi, personnellement, j'en veux pas. Hein, mais enfin, là, pour le coup, on parle de dérive générale. L'État qui se permet de contrôler en permanence un festival normalement, il y a une sphère d'intimité hein, dans un festival. Il y a des comportements déviants, mais bon, voilà, les jeunes font la fête. T'imagines, les jeunes, ils ont déjà eu le confinement général de la population. Moi, je les vois à l'université, les jeunes, aujourd'hui, ils ont souffert hein, pendant le confinement et on a une génération très particulière qui arrive là, des jeunes de 18-20 ans. Et dans les espaces de liberté qui existent, on envisage de mettre en permanence des surveillances policières. Sans compter que quand il y a un drone dans une rue qui surveille une manifestation, on peut voir chez toi, hein, si tu es dans ton jardin en petite tenue ou en train de faire... Ah non, ça, c'est pas possible. Moi, je suis jamais en petite tenue. Si c'est ça l'idée, rangez vos drones. Ou alors, je veux bien être en petite tenue pour que tous les drones viennent sur moi. Si c'est ça l'idée. Mais tu vois, bien sûr. Mon analyse, c'est que c'est la période d'état d'urgence sanitaire qui a fait sauter la barrière entre public et privé. Le continuum de sécurité, c'est la même chose. Dans une démocratie, dans un état de droit, on préserve la sphère privée, la sphère d'intimité. On peut, dans la sphère privée, avoir des comportements déviants, alors évidemment sous la limite du respect de la loi pénale, hein, violence conjugale, etc. Bon. Mais la sphère privée, elle est préservée. Voilà, dans les États totalitaires, on surveille les citoyens dans la sphère privée. On les écoute, on les surveille. Dans une démocratie, c'est pas le cas. Ben là, on a des instruments qui permettent de pénétrer dans la sphère privée, avec des garanties qui, à mon avis, sont pas suffisantes. Alors par exemple à propos de garantie, bah, sur ton compte Twitter le 6 mai, tu as interpellé la préfecture de police et donc Laurent Nunez sur notamment un des points qui est de non seulement d'être filmé mais de savoir quand on est filmé. Alors on voit effectivement parfois des petites affichettes qui sont disposées puisque c'est dans la loi, hein, si j'ai bien compris. La police doit nous dire attention, vous êtes filmé. Alors, la loi et les arrêtés qui autorisent les drones prévoient expressément l'information au public. Donc, normalement, il doit y avoir diffusion dans la presse, information du public par la presse, sur le site des préfectures et sur les comptes Twitter. C'est prévu par les arrêtés alors voilà. Sur les drones. Alors maintenant, on a ça. Soit qu'en fait, souvent les informations sont tardives. Donc, parfois, au cours d'utilisation du drone, dans la Manche, par exemple, arrêté du 5 mai, entre 5 mai et 9 mai, ils informent le 7 mai qu'il y a une utilisation d'un drone. Donc souvent l'information elle est faite tardivement, tellement tardivement que c'est impossible à contester devant le tribunal administratif, sauf à repérer l'arrêté au recueil des actes. Et il doit y avoir aussi des informations sur les lieux.
C'est-à-dire, comme les caméras de surveillance, tu dois être informé que tu es filmé. Je suis pas sûr. Alors, on se rappelle pendant le confinement que les drones de Nice y parlaient. Ils informaient les gens, vous êtes filmés, vous devez pas rester là. Enfin, bon. Bon, c'est même quelque chose d'assez inquiétant d'avoir ce peu d'informations. Alors attention, hein, il n'y a pas d'informations s'il s'agit de démanteler un réseau de trafiquants. Dans ce cas-là, ils peuvent se dispenser de l'information. Mais en revanche, quand c'est dans le cadre de manifestations sur la voie publique, le public doit être informé de l'usage de drones. Alors, sachant que le drone ne vise pas normalement à identifier les personnes, même s'il permet d'identifier les personnes, c'est pas la fonction. C'est un drone qui a une vision panoramique, panoptique. Pour l'instant, c'est un panoptique. Ah oui, bien sûr. C'est foulcadien plus que deleuzien. Donc, ils ont une vision panoptique qui permet de surveiller l'ensemble de l'espace et de voir dans une manifestation s'il y a des dégradations, des groupes qui se créent, enfin des violences, etc. Hein, donc, et donc je montre à l'écran quelques heures après ton tweet. Alors je ne sais pas s'il y a un rapport de cause à effet. Une heure après, ils l'ont publié. Ouais. Une heure après, ils publient ce truc. C'était la première fois que je voyais ça. C'est donc un tweet de la préfecture de police de Paris avec on peut le dire d'une certaine manière, un certain soin apporté au visuel, parce que la préfecture, vous n'avez pas forcément habitué à ça, et c'est encore plus glaçant, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de complètement glaçant, je trouve. En même temps, c'était pour une manifestation de fachos, hein, donc. Non, d'accord, oui, non mais d'accord, mais oui, mais oui, alors, ça on va y venir. Il y avait illégalement le visage masqué. Je rappelle que c'est un délit, hein, de dissimuler son visage dans des manifestations afin d'empêcher l'identification. Ils auraient pu interpeller la plupart des manifestants qui étaient masqués. Oui, mais Laurent Nunez te dit que non. Bah si. Laurent Nunez te dit que non. Oui, mais justement, ce qui est, je pense, la beauté des gens de gauche, c'est qu'on défend les libertés. Voilà. Ouais, alors ici, il y a un vrai paradoxe sur cette manif. On est d'accord. Bon, on a repéré le truc. Bon, de toute façon, c'était trop tard, mais à mon avis, c'est pas le rôle de la Délico, de la Ligue ou du SAV d'aller contester un arrêté. Ils se démerdent. Voilà, ils ont des avocats. Bon, de toute façon, voilà, ils auraient pu le faire s'ils souhaitaient le faire. Et alors après, est-ce qu'il fallait interdire la manif? C'est beaucoup plus complexe. Je pense qu'il y avait moyen d'interdire la manif. Il y a une jurisprudence du Conseil d'État de 2007 qui s'appelle Solidarité des Français sur la distribution de soupe aux cochons au sans domicile fixe oui. de manière discriminatoire, hein, pour exclure certains sans domicile fixe. Cette jurisprudence, avec l'idée de risque de réaction à des discriminations, à un comportement discriminatoire, permettait au préfet de police d'interdire la manifestation. Ou alors, il pouvait utiliser la jurisprudence Dieudonné de 2014, qui est assez connue aussi, avec l'idée que Dieudonné a commis des infractions dans le passé et il risque de récidiver, de commettre les mêmes infractions dans son spectacle, et donc on pouvait interdire son spectacle. Je pense que quand il y a des manifs de groupes d'extrême droite, tels qu'on l'a vu le 6 mai, il y a des risques d'infractions assez importantes. Donc le risque est important. Au moins, au moins cette manifestation aura permis à Mediapart et à Libération de révéler que certains proches de Le Pen fille y étaient, certains membres du Rassemblement national des jeunes y étaient, et que donc il y a plus qu'une porosité entre le GUD, les néo-nazis, les fascistes et un parti qui... C'est pas un scoop, hein. C'est pas un scoop. Ah, c'est pas un scoop, mais c'est une piqûre de rappel. C'est utile de le rappeler. Et moi, je rappelle, Darmanin a annoncé qu'il allait demander au préfet d'interdire systématiquement l'ensemble des manifestations d'extrême droite. Alors moi, je ne sais pas où commence l'extrême droite, hein, parce que Darmanin, il a tout de même un glissement vers l'extrême droite assez important. Je rappelle qu'il dit à Marine Le Pen qu'elle est trop gentille. Trop molle. Trop molle, enfin voilà, donc qui est d'extrême droite. Bon, en tout cas, il demande ça. Très clairement, la demande est illégale, parce que la loi reconnaît un pouvoir discrétionnaire au préfet d'interdire au regard d'un trouble à l'ordre public potentiel des manifestations. Donc c'est à chaque préfet, au regard des éléments qu'il a en main, de décider d'interdire ou pas. D'ailleurs, le préfet de police avait interdit une précédente manifestation et le tribunal administratif avait suspendu. Parce que je rappelle il y a un triple test effectué par le juge administratif. La mesure doit être nécessaire, proportionnée, adaptée aux circonstances. Et on regarde les forces de police disponibles. Donc, il y a un risque de trouble à l'ordre public, mais est-ce que le risque de trouble à l'ordre public est disproportionné? On ne peut pas l'empêcher.
Et pour des manifs d'extrême droite, il a été considéré qu'il y avait bien un risque de trouble à l'ordre public, mais pas disproportionné, qu'il y avait moyen de l'encadrer. Et c'est pour ça que moi, ça serait un paradoxe de dire on peut pas interdire les casserolades, mais à côté de dire oui, le préfet est libre d'interdire des manifs d'extrême droite où il n'y aurait pas de trouble à l'ordre public. Pour moi, c'est ça la liberté de manifestation. On est dans un régime libéral, on doit pouvoir manifester librement dans la limite de la loi, bien évidemment. Et donc, il n'y a pas d'autorisation. Les préfets n'ont pas autorisé une manifestation. C'est une déclaration. Donc, on souhaite manifester, on déclare, et si le préfet a des éléments tangibles, il interdit. Et donc, c'est paradoxal, mais dans une démocratie, on défend aussi les droits des ennemis de la liberté. Mais on peut utiliser la législation pour la dissolution d'associations, de groupements, qui a été forgée en 1936 pour ça, pas pour dissoudre les soulèvements de la terre, ça tient pas la route, mais on peut dissoudre les groupuscules d'extrême droite. Sur les drones, j'ai retrouvé, c'était notamment à Rennes, qu'il y avait eu un arrêté publié à 18h26 pour un rassemblement qui avait démarré à 18h, donc c'était implacable. À Lyon, le tribunal n'a pas eu le temps de juger non plus. Il y a un certain nombre de cas comme ça. Est-ce que sur la question des drones, tu disais tout à l'heure que ce sont des sociétés privées qui louent leurs services à la police, c'est ça ? Alors, au début, c'était beaucoup ça, ouais. Notamment pendant le confinement. Là, ce que j'ai compris, il y a des marchés publics qui ont été passés par le ministère de l'Intérieur. Je crois que Mediapart en a parlé de ces marchés, où ils ont commandé énormément de drones. Et donc, désormais, l'État est propriétaire de drones. Et j'imagine que il y a des policiers qui ont été formés, puisqu'il y a une formation très spécifique à l'utilisation des drones. Donc aujourd'hui, je suis pas sûr, enfin, je crois pas que les drones soient, non, les drones sont pilotés par des policiers. Mais la technologie est souvent des technologies privées, comme les caméras de surveillance, le contrôle algorithmique, etc. C'est des prestataires privés qui développent ces technologies, qui sont achetées ensuite par l'État dans le cadre de marchés publics. Marcel te demande, peut-on exiger qu'un arrêté interdisant une manifestation soit validé par un juge avant sa publication ? Non. Alors là vraiment, encore du principe de droit administratif, il y a un privilège du préalable. L'administration applique ses décisions elle-même et si tu n'es pas d'accord avec la décision, tu la contestes devant un juge. D'ailleurs, c'est pour ça que la déclaration de Darmanin est critiquable. Je rappelle ce qu'il dit. Il dit j'ai demandé au préfet d'interdire l'ensemble des manifestations d'extrême droite. Et donc, il veut tout interdire systématiquement. Et les tribunaux administratifs décideront lesquels sont les groupes. Oui. Voilà. Bon, bah ça non, il peut pas se défausser, c'est jugé 10 000 fois par le Conseil d'État, ça une jurisprudence, bah voilà, désolé, je fais de la pub pour le Gaja, mais le Gaja, on sent que c'est ta Bible. Oui, c'est pas ma Bible, je suis très critique à l'égard du Gaja, si tu veux, enfin je vais te montrer l'anti-Gaja d'ailleurs, attends. Voilà, toujours. Vous êtes au poste. Après le Gaja, l'anti-Gaja. Alors, c'est des grands professeurs. Il y a ma directrice de thèse dedans, d'ailleurs. Les grandes décisions. Les décisions politiques de la jurisprudence administrative, qui est un anti-Gaja, en fait, qui critique le Gaja, qui fait une lecture politique des grands arrêts. Donc, avec des grands professeurs, Pérout, Cailloche, Chevalier et Lochac. Lochac, c'est ma directrice de thèse. Daniel, voilà, c'était ça Gaja, non, si tu veux, ça, c'est pour apprendre et ça, c'est pour désapprendre. mais les deux, peut-être. Voilà. Et donc, un des arrêts de principe de la jurisprudence administrative, c'est le privilège du préalable. C'est que l'administration applique elle-même ses décisions et le juge, il intervient en second rideau pour contrôler éventuellement la légalité de la décision. Donc le ministre de l'Intérieur ne peut pas se défausser sur le juge administratif. C'est au préfet d'estimer au cas par cas s'il y a des éléments permettant d'interdire une manif ou pas. Buttercast, je pense, apporte de l'eau à ton moulin en disant le souci de se faire casser les arrêtés trop souvent, le souci pour l'État, c'est le risque de remonter au Conseil d'État et d'avoir une jurisprudence défavorable au gouvernement sur l'ensemble du territoire. Et donc, Buttercast, vous pense que c'est ça votre but? Ouais, alors sur les périmètres de protection, on était prêt à aller au Conseil d'État. On a essayé d'ailleurs. On a fait formellement appel, mais c'était trop tard. Enfin, il y a un non-lieu à statuer. Sur les drones, en fait, comme il y a une audience au Conseil d'État le 16 mai, le cadrage, il va avoir lieu à ce moment-là, quoi. Donc, le Conseil d'État va pas annuler ou suspendre, c'est quasiment sûr. En revanche, il peut peut-être
apporter un certain nombre de garanties dans l'utilisation des drones. Vraiment, l'arrêté du préfet de la Manche du 4 mai qui autorise des drones jusqu'au 5 mai sur une rêve partie. L'arrêté, il fait 10 lignes. Hein. C'est strictement illégal. Aucune des conditions prévues par la loi ne sont respectées par le préfet de la Manche. Donc, je pense que c'est ce cadrage-là qui doit avoir lieu. Où l'utilisation des drones doit être délimitée dans un périmètre géographique, doit être délimitée dans le temps, doit donner lieu à des garanties d'information publique notamment. Il y a aussi des garanties sur l'effacement. Les données sont conservées 7 jours. Hein. Il doit y avoir un effacement des images après 7 jours, sauf s'il y a une procédure judiciaire où c'est transmis à la justice. Et normalement, ils ne doivent pas filmer à l'intérieur des domiciles ou devant ton domicile, de ta porte ou de ton jardin. Et s'ils le font, ils sont censés effacer dans les 48 heures. Je suis assez sceptique. Hein. En fait, quand tu as une caméra fixe, tu as des systèmes de cache numérique. C'est-à-dire la caméra, elle ne peut pas filmer chez toi. En revanche, quand tu as un drone, il n'y a rien à faire. Un drone qui survole, je sais pas, la place de la République à Paris, bah, évidemment, le drone voit ce qui se passe à l'intérieur des domiciles. Quoi. Il y a dans l'air... tu regardes l'heure là? Non, ça va? T'as encore un peu de temps? C'est bon? Il y a dans l'air le retour de la loi anti-casseurs et notamment le gouvernement qui réfléchirait à un délit de construction de barricades. Qu'est-ce que le professeur de droit public que tu es... Là, c'est du droit pénal, donc je vais atteindre mes limites, mais en revanche, il y a le retour des interdictions administratives de manifester. Oui. Donc on se rappelle la loi anti-casseurs précédente, pas celle des années 70, hein, la loi anti-casseurs de Gilets jaunes, on va dire. C'est ça. La période Gilets jaunes. Il y avait la possibilité d'interdire individuellement de manifester, administrativement, hein, sur le modèle des interdits de stade, hein, c'est pour les supporters. Le Conseil constitutionnel a censuré ces interdictions administratives parce que c'était trop imprécis. Le cadre n'était pas suffisant. On peut penser que ça va revenir. Alors, il y a, là aussi, c'est l'état d'urgence qui a servi de modèle, puisque pendant l'état d'urgence, il y avait des interdictions de séjour qui revenaient à des interdictions de manifester. On se rappelle que Gaspard Glentz, par exemple, avait été interdit d'exercer sa profession, tout simplement, le préfet de police avait interdit de manifester à Paris. Bon, il ne manifestait pas, il était reporter, et à Calais aussi, d'ailleurs. Voilà, ça, c'est un retour sur le délit de barricade. Franchement, je vois pas l'intérêt parce que, de toute façon, si tu fais des barricades, c'est que tu es dans un attroupement. Un attroupement, c'est déjà un délit pénal. Donc, et j'imagine qu'autour de détérioration du mobilier public, enfin, j'en sais rien, il y a d'autres délits qui permettent de poursuivre les personnes. Quoi. Mais est-ce que tu n'as pas le sentiment que tout ça joue quand même sur des peurs, des fantasmes et tout ce dont on parle? Comment? C'est surtout la symbolique. Enfin, dans un pays qui a pour symbole Marianne dans le tableau de Delacroix, qui est dans une barricade, et la France, c'est aussi les barricades. Enfin, c'est aussi la symbolique de voir les interdire, c'est nier l'identité française. Quoi. Regarde le discours sur Toussaint Louverture d'Emmanuel Macron. La moitié de son discours, c'est sur la sécurité. C'est inverse des valeurs de Toussaint Louverture. Toussaint Louverture, c'est libérer Haïti de l'esclavage. A été révolutionnaire, a été enfermé par le prince, pas par le prince, par Bonaparte, par Napoléon, est mort hein, dans ce château pour défendre les libertés. Quoi. Donc, je renvoie à nouveau au billet de Jérôme Soldeville hein, sur Mediapart qui a très bien résumé ça. Et donc, vraiment, on est dans une négation des valeurs républicaines, des valeurs révolutionnaires, de ce qui constitue la France. La France, c'est aussi la révolution. Quoi. Bien sûr, surtout. Moi, je suis venu en France pour ça. Ben voilà. On a quelques ancêtres qui parfois sont venus en France pour ces valeurs-là. Hein, ben bien sûr. Cet espace de liberté. Et est-ce que le délit d'offense au chef de l'État, c'est dans tes cordes ou là aussi j'extrapole? En fait, le détournement, alors là aussi c'est du droit pénal largement, mais je renvoie à nouveau au papier de Mediapart, Jérôme Bourdeau qui a fait un bon papier récent là-dessus. Alors, je rappelle que dans l'affaire Colombiani, la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme sur le délit d'offense au chef de l'État. Puisque dans une société démocratique, il y a une liberté d'expression
Et dans la liberté d'expression permet aussi de critiquer, on a le droit de critiquer le chef de l'État, le souverain, le prince, enfin, voilà, Bien sûr. la caricature, etc. Et il y a une jurisprudence ensuite qui s'appelle Éon, dans lequel, vous savez, Sarkozy avait dit "Casse-toi, pauvre con", et donc un citoyen retourne le slogan contre le président de la République avec sa pancarte. Sa pancarte. Voilà. Et comme Sarkozy lui-même avait utilisé cette expression, il était en droit de lui retourner sous forme satirique. Donc ça, c'est vraiment essentiel dans une démocratie. Et donc, il n'existe plus dans le code pénal de délit d'offense au chef de l'État. Mais on voit les parquets utiliser le délit d'outrage, qui n'est pas du tout fait pour ça, lorsqu'il y a ce qu'ils considèrent comme une offense au chef de l'État. Donc, juste à côté de chez moi, place Notre-Dame, il y a quelques semaines, il y a dans le cadre d'une casserolade qui s'est passée de manière vraiment bon enfant, hein, moi j'y étais, il y a un groupe qui est arrivé avec une je sais pas comment on appelle ça, un mannequin, enfin un truc en paille, enfin, je sais pas comment on appelle ça, sur lequel était collée une photo d'Emmanuel Macron. Un épouvantail. Un épouvantail, voilà. Merci, un épouvantail. Pour faire peur aux oiseaux. Et après tout un cérémonial, voilà, enfin, l'épouvantail a été brûlé en place publique, mais de manière symbolique. Il s'agit évidemment de brûler un symbole du pouvoir, d'un pouvoir qui n'a pas respecté la démocratie au moment de l'adoption. Ça avait fait peu de bruit, mais lors des Gilets jaunes, Macron avait tensé quelques préfets qui avaient laissé brûler son effigie sur des ronds-points. C'est quelque chose qui avait beaucoup marqué, je le sais par, on va dire, la préfectorale, et ça date de début 2019. Et au nom de la liberté d'expression, évidemment, c'est un acte politique. Tu es dans une manifestation, une casserolade, qui est revendiquée comme une casserolade, et un charivari, ça sert aussi voilà, contre le pouvoir. Et dans ce cadre-là, il brûlait une effigie du président de la République qui représente ce pouvoir avec la critique sur la réforme des retraites. Donc c'est évidemment un acte politique. Et donc je vois pas comment on peut instrumentaliser le délit d'outrage, qui ne protège pas d'ailleurs le chef de l'État formellement. Il rentre pas dans le cadre des personnes concernées par ce délit. Donc, et je rappelle aussi Charivari, Jérôme Soldeville, je le cite à nouveau, mais il a fait un billet très intéressant montrant que à Grenoble, il y avait déjà en 1830, sous la monarchie de Juillet, des charivaris lancés par des étudiants de la fac de droit contre Casimir Perier à l'époque. Ils avaient été réprimés, eux aussi. Vous voyez, ça date d'il y a longtemps. La fac de droit de l'époque, là, ça c'est l'université de l'époque. Et ça avait fini par des émeutes, en fait, par un mouvement assez important de type révolutionnaire. Tu sais, la révolution est partie de Grenoble, on est très fiers, en 1788. Voilà, il y a une tradition révolutionnaire très forte à Grenoble, et c'était déjà un charivari, en fait, dans les années 1830. Donc il y a des origines. Oh, il y a des Grenoblois dans le chat qui sont bien fiers là. Voilà. Ah bah les Grenoble, bah oui. Enfin, pour le coup, il y a cette tradition très forte ici, et donc c'est pas très étonnant que les casserolades soient assez importantes à Grenoble. La dernière manif du 1er mai, je pense qu'il y avait facilement 20 000 personnes. Il y a un esprit contestataire assez fort ici, et voilà, bon, ça me paraît assez important de garder cet état d'esprit, et j'espère qu'il y aura des bons avocats pour les personnes poursuivies, puisque honnêtement, le délit d'outrage, il ne résistera pas face à un bon avocat devant une juridiction. Et qu'est-ce que tu penses, te demande Monsieur Skattingberg, sur les banderoles supprimées au domicile des personnes, alors comme Macron t'emmerde, ACAB, etc. C'est pareil, on est dans un État démocratique, on a une liberté d'expression où on doit pouvoir, voilà, alors dans la limite de la loi pénale, attention, hein, il y a tout de même un certain nombre de propos haineux, de discours de haine, de choses comme ça qu'on peut pas tenir. Appeler à la mort de quelqu'un, à part si c'est symbolique. Encore une fois, hein, Emmanuel Macron, c'est une mort symbolique du prince, du roi, du monarque.
pas de la personne d'Emmanuel Macron. Il y a une différence entre le symbole et voilà. C'est le fameux, d'ailleurs, à la Révolution, il l'avait aussi. Fallait-il guillotiner Louis XVI, quoi, pour mettre fin à la monarchie. Donc, ici, il y a un symbole très fort d'un pouvoir qui est à la dérive, qui a perdu pied, qui n'a plus de soutien populaire. Ils n'ont même pas 5 militants La République En Marche ou Renaissance pour le 8 mai, quoi. Donc, et il y a une contestation populaire extrêmement forte, extrêmement puissante derrière. Mathilde Deck te dit qu'elle écoute l'interview depuis un café Place Notre-Dame. Vive Grenoble. Je ne connais pas la Place Notre-Dame. C'est bien? C'est ma voisine, en fait. Comment? C'est ma voisine. Place Notre-Dame, j'habite juste à côté. Ah bon, vous vous retrouverez après. Café, ouais. Et donc, avant les JO, est-ce que tu peux nous dire 2 secondes ce que la mise en place sécuritaire autour des JO nous prépare? Les drones? Là aussi, ça va être un laboratoire, comme on a eu plein d'autres laboratoires avec les états d'urgence. Donc, notamment, on parle beaucoup de la surveillance algorithmique. Donc, c'est l'utilisation des caméras de surveillance avec des dispositifs de. Alors, on n'est pas dans la reconnaissance faciale, c'est pas l'idée. C'est avoir des algorithmes capables de déceler des événements inattendus. Ça a déjà été testé à Nice pendant le carnaval de Nice, notamment. Et on peut déjà le dire, ces dispositifs qui sont présentés comme expérimentaux, ils vont être pérennisés dans le droit comme tous les autres. Et donc dans quelques années, on aura systématiquement la vidéosurveillance algorithmique dans l'espace public, quoi. Donc ça veut dire par exemple quelqu'un qui se mettrait à courir d'un coup, ça c'est détecté. Un rassemblement spontané, une foule. À Saint-Étienne, ils avaient des systèmes sonores aussi où ils détectaient des bruits anormaux. Parce qu'en fait, si tu veux, les surveillances systématiques de l'espace public, c'est totalement inefficace puisque tu as un agent devant des centaines de caméras, d'écrans plutôt. Et donc, en fait, vouloir surveiller tout ne permet de surveiller rien. Donc, sauf à des fins judiciaires, de poursuite de personnes qui ont commis des infractions. Et donc, l'idée, c'est d'avoir l'algorithme qui va repérer des comportements anormaux et qui va alerter, attirer l'attention des agents sur ce qui se passe. Mais bon, évidemment, on rentre dans une nouvelle ère. Enfin, j'en parlais tout à l'heure. Ça, plus des drones, t'imagines la surveillance systématique de l'espace public et le risque pour les libertés, parce que de ça, on peut passer assez facilement au régime chinois de contrôle social de l'espace public. Oui, Geoffrey Dorn qui était venu, qui est aussi celui qui fait nos logos et nos émotes. Geoffrey Dorn était venu pour parler de son bouquin Hacker sur les pratiques de guérilla par rapport à tout cet outillage sécuritaire qui se met en place. Sentier Battant nous dit qu'au Royaume-Uni, le Home Office préparait une loi pour interdire les marches lentes destinées à bloquer notamment les flux dans les transports en commun, pratique utilisée notamment par Extinction Rébellion. Voilà. Sentier Battant, c'est le plus ancien assigné à résidence en France. Absolument. Et c'est un des plus fidèles au poste. On n'est pas peu fiers de ça. Absolument. Kamel est déjà venu, lui aussi, au poste. Voilà. Je voulais te faire part d'un tweet, puisque pour préparer cette émission, j'ai regardé beaucoup ton tweet, que je conseille vraiment à tout le monde, ton compte Twitter, de suivre si vous êtes passionné et inquiet sur la question des libertés publiques. Il y a Martin Méchin, qui est un très bon avocat, qui t'a répondu et qui t'a dit que ce gouvernement n'a aucune intention de cesser cette escalade sécuritaire, et il répondait en fait à un de tes tweets, et je trouve que ça posait bien la question. Évidemment, c'était pas du tout agressif comme reprise, mais il te disait, écoute, non, il faut cesser de croire que ça va s'arranger. Je ne sais pas si tu avais vu cette réponse. Non, mais si tu veux, enfin, je suis prof de droit, j'utilise l'arme du droit comme voilà, c'est un livre de Yoram Israël, l'arme du droit. Oui. Donc l'idée que dans un état de droit, on peut inverser le rapport de force entre les citoyens et le pouvoir public en utilisant le droit pour protéger les libertés
et les différentes causes. Donc, et donc, je sais qu'il y a des limites à l'utilisation de l'arme du droit. Par exemple, par rapport à un pouvoir fasciste, l'arme du droit n'est pas suffisante. Dans un État démocratique où il y a une séparation des pouvoirs, où il y a des garanties des droits, garanties des libertés, c'est une arme qui est utile, mais elle n'est pas suffisante. Je prends souvent l'exemple de l'immigration. On a eu beaucoup de victoires devant les juridictions internationales, européennes, françaises en matière d'immigration. Ça n'a pas fait bouger le droit des étrangers parce qu'il n'y a pas de... Politiquement, ça ne suit pas, en fait. Il n'y a plus... Regarde la rétention des enfants. 12 condamnations de la France par la Cour européenne des droits de l'homme en matière de rétention des enfants. 11 ou 12, il y a une incertitude là-dessus. Je ne connais pas de domaine dans lequel la France a été condamnée une dizaine de fois, sans rien faire. Et pourtant, aujourd'hui, il y a encore des milliers d'enfants retenus dans les centres de rétention. À Mayotte, il y en a plusieurs milliers. Ça ne change pas. On voit bien ici qu'il y a un problème entre le juriste qui a fait son travail, qui a obtenu les condamnations, et politiquement, ça ne se transforme pas, quoi. Et donc, moi, voilà, on mène une guérilla sur les périmètres de protection, les drones, etc. C'est pas ça qui va mettre fin aux drones. Hein. On va pouvoir encadrer l'usage des drones. On peut les dénoncer grâce au droit, parce que ça donne une tribune pour dire, mais regardez, c'est anormal de surveiller pendant 3 mois d'affilée les habitants d'un quartier, quoi. Mais si derrière, politiquement, il n'y a pas d'alternative, on ne changera pas les choses. Si tu veux, à un moment donné, il faut passer de... Voilà, il faut avoir une alternative politique avec un autre projet de société, quoi. Et là, par exemple, tu trouves qu'il y a à gauche des gens plus à l'écoute, ou en qui tu aurais un peu plus confiance pour rétablir les choses, ou tu crains que... Au regard des expériences passées, pour l'instant, je reste un peu sceptique sur la gauche quand elle est revenue au pouvoir. Elle n'a pas changé radicalement les politiques d'immigration ou les politiques sécuritaires. Hein. Les états d'urgence, c'est sous François Hollande. Hein, donc je sais pas, mais en tout cas, il faut créer une alternative. C'est-à-dire que ça soit pour la question de réchauffement climatique, voilà, il faut changer le logiciel. Il y a une évolution profonde des mentalités chez les jeunes, des rapports de genre, par exemple. La société française est en train de changer profondément. Et actuellement, on n'a aucun projet politique qui correspond à cette transformation de la société française. Donc, oui, on a même l'impression que les seuls qui ont voix au chapitre, ce sont ceux qui s'opposent à cette évolution de la société française. Exactement. Et pourtant, c'est une lame de fond. Il y a une lame de fond extrêmement profonde. Moi, je le vois parce que je suis en contact en permanence avec des jeunes. Alors, d'ailleurs, moi-même, parfois, je suis un peu jeune, déstabilisé par voilà, mais tant mieux. Enfin, tant mieux. Oui, parce que le mode de comment dire le mode de mobilisation, par exemple, le mode de fonctionnement de cette génération n'est pas la même. Moi, je crois qu'ici, il faut réinventer autre chose. C'est indispensable si on veut préserver notre société démocratique. Une société démocratique, c'est extrêmement fragile. Hein. On regarde la Russie, regarde la Pologne, regarde la Hongrie, regarde la Turquie, qui ont été plus ou moins poussées dans la démocratie. Je ne dis pas que c'était des démocraties parfaites, mais il y avait une démocratisation. Là, on est dans un retour autoritaire très très fort, et on n'est pas préservé de ça. Hein. En 1938, la France était, ou en 1936, la France était une démocratie, une république, et élisait le Front populaire en 1936. Et regarde Vichy, c'est 4 ans après. Hein. Donc on n'est jamais préservé. La démocratie, c'est un combat de tous les jours. Il faut tous les jours, tant que tu peux t'exprimer toi, il y a une part de démocratie qui reste. Tant que la Délico ou la Ligue des droits de l'homme, etc., peuvent faire des recours, peuvent contester, on gagne une part de liberté. Le jour où on supprime les subventions de la Ligue des droits de l'homme, on dissout le soulèvement de la terre, on interdit au poste, on sera vraiment sur une mauvaise pente. Hein.
C'est la raison, enfin je trouve que ta réponse est la meilleure, c'est-à-dire que je te titille depuis le début, mais moi j'ai un profond respect, une immense admiration pour vos combats, et c'est pas à vous qu'il faut jeter la pierre, évidemment que c'est pas à vous. Non mais voilà, mais tu l'as mieux dit que tu viens de le répéter, donc c'était très bien dit. Est-ce que comme Sébastien Rocher, Grenoblois aussi d'ailleurs, enfin qui donne des cours à... Grenoble à l'IEP, ouais. Ouais, mais dis donc, c'est quoi? C'est un foyer. On parle toujours de Nantes et de Rennes, mais en fait, à Grenoble, ça se défend pas mal. Ne fais pas de coup d'islamo-gauchisme. Non, non. Sébastien a sorti récemment une formule. Il parle de la France qui devient une démocratie policière. Il parle beaucoup de ça dans Le Monde, à la télévision, dans ses tweets. Bon, il se radicalise un peu sur Internet, hein, Sébastien. Hein, on voit bien, on voit bien. Mais qu'est-ce que tu penses de cette phrase-là? Démocratie policière. Il y a quelque chose d'antinomique. Tu sais, on distingue l'état de droit de l'état policier. Alors j'imagine qu'il part de ça et on reste une démocratie, mais avec... je sais pas. En tout cas, la formule est intéressante pour dénoncer la dérive policière, parce que la dérive policière, elle est réelle. C'est-à-dire, comme je l'ai souvent dit, on a l'impression que l'interdiction devient le principe. Quoi. Donc, et l'interdiction, c'est des mesures de police. Mais bon, on n'est pas dans un état policier. Faut pas. Enfin, à mon avis, c'est une question de degré. L'état de droit et l'état policier, c'est pas blanc-noir. On n'est pas soit dans l'état de droit, soit dans l'état policier. On est dans des régimes plus ou moins démocratiques et plus ou moins respectant des libertés, quoi. Très clairement, là, si on place le curseur, la France, elle évolue dans le mauvais sens, quoi. On a des périodes de progrès de l'état de droit et là, on est dans une période de régression de l'état de droit. J'ai un collègue, Sébastien Platon, pour le Parlement. C'est un pseudo, ça. Pardon? C'est un pseudo, ça. Platon. Non, Platon, c'est vraiment son nom. Putain, professeur de droit public. Elle est dure à porter. Hein. À Bordeaux. Ah, non, mais c'est un très bon collègue, spécialiste du droit de l'Union européenne, du droit européen des droits de l'homme aussi. Et Sébastien Platon a fait une étude par le Parlement européen dans laquelle il essayait de faire un crash test des institutions démocratiques. Alors évidemment, s'il fait Pologne, Hongrie, on n'est pas loin du crash. Et la France, on a tout de même sur une pente glissante. Alors on n'est pas dans un régime libéral. Ah, mais on a reçu il y a quelque temps ces gens-là qui avaient fait ce crash test. Ah oui, il y a 6 mois de ça. Oui, c'était passionnant. Et donc l'idéal est là, c'est que nos institutions, avec l'état d'urgence, avec l'article 16 de la Constitution, avec le pouvoir reconnu au préfet, avec la faiblesse du contrôle du Conseil d'État ou la porosité entre Conseil d'État et exécutif, enfin avec plein d'autres, avec les parquets. Tout à l'heure, je parlais des fichiers constitués par le parquet de Lille. Les parquets, c'est des préfets judiciaires en France. Avec tout ça, on a des risques pour les libertés qui sont réels. Enfin, il faut pas ligner, il faut pas, voilà. Le 49.3, la réforme des retraites, c'est une réforme qui a été adoptée en utilisant tous les mécanismes alors qu'on parle de rationalisme parlementaire, mais c'est en fait pour je sais pas, emmailloter le Parlement, quoi. Enfin, contraindre le Parlement, quoi. Et ça, c'est des tendances extrêmement inquiétantes. C'est vraiment inquiétant. Il ne faut pas nier qu'il y a un risque pour notre démocratie. Imagine que l'extrême droite officielle arrive au pouvoir demain. Ils ont tous les instruments pour museler les opposants. Alors merde. Je veux dire, c'était passionnant de t'écouter, mais là, on finit sur un truc vraiment déprimant. Comment on se bat? C'est quoi nos armes? Moi, j'ai jamais trouvé d'autre solution. Je suis camusien, je crois l'avoir déjà dit ici. Camus, mythe de Sisyphe. Je crois pas au grand soir, à la Révolution. Je pense qu'il faut se révolter. Je suis un homme révolté. Hein. Je revendique depuis longtemps cette qualité. Moi, je fais mon rôle de prof de droit, responsable d'un master de droit de l'homme, où je forme des jeunes, voilà, des étudiants à ça, enfin, voilà, à défendre les droits de l'homme, à protéger les droits de l'homme. Et puis à côté, comme citoyen, j'essaie d'agir pour limiter les excès, les abus. Je pense que le pouvoir abuse toujours. Le pouvoir, de toute façon, c'est un abus, quoi. Exercer le pouvoir, c'est abuser.
C'est une conviction profonde, et donc il faut limiter le pouvoir. Il n'y a pas d'autre solution dans une démocratie. Et ben, en faisant ce que je fais avec la Délico, avec la Ligue des droits de l'homme, avec d'autres, on essaye de limiter les abus de pouvoir. Et ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas juristes, par exemple, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois que taper dans une casserole, c'est utile aussi. Manifester, c'est utile aussi. Voilà, défendre des causes au quotidien, défendre des sans-papiers. Enfin voilà, toute action quotidienne qui va dans le bon sens a son utilité, vraiment. Donc moi, j'utilise mes qualités qui sont celles de juriste, parce que j'ai cette capacité de mettre en musique la protestation. Mais il y a d'autres façons de faire. Enfin, il y a plein de façons de faire. J'étais dans le Trièves ce week-end. Dans le Trièves, tu as plein d'alter-lieux, de lieux alternatifs dans lesquels tu arrives à Mans, dans le Trièves, tu vois une pancarte, vive la 6e République, quoi. Il y a marqué Trièves en lutte sur les bâtiments. Hein, il y a des endroits où on peut développer des alter-lieux, où on peut développer des modes alternatifs pour essayer de faire des formes de résistance à la tendance. Mais attention, hein, tout ça doit se faire de manière pacifique. Moi, je suis contre la violence. On doit rester dans un cadre démocratique de désobéissance civile ou de résistance pacifique, quoi. D'autres te diront que précisément l'option de la violence se pose à nouveau sérieusement parce que justement l'état de droit n'est pas respecté par ceux-là même qui sont censés l'appliquer, et qu'à partir de là on peut... C'est pas ma conception des choses. Personnellement, je pense pas qu'on puisse répondre à la violence du pouvoir par une autre violence, et je pense pas que ce soit efficace. Quand je participe à une casserolade, je pense que si à la fin ça dégénère toujours, en fait les médias vont parler que de ça, que des 5 minutes dans lesquelles il y a eu des affrontements entre quelques personnes et les forces de l'ordre, et pas de l'heure dans lequel il y a eu des milliers de personnes qui ont tapé sur des casseroles pour ne pas entendre le discours d'Emmanuel Macron, quoi. Mon cher Serge, c'est toujours dur à dire, merci beaucoup pour ton savoir. Je redonne, Eurial va remettre dans le chat ton compte Twitter, qui est la manière la plus simple de suivre ton travail. Merci beaucoup. Alors oui, des gens demandaient c'est quoi. Le Trièves est une petite région naturelle située dans le sud du département de l'Isère, dans les Alpes françaises. C'est toutes les voitures qui... Magnifique, hein. Franchement, c'est un des plus beaux lieux en France, vraiment, et où il y a une culture de l'alternative très forte. Enfin, il y a beaucoup notamment en matière d'agriculture, d'autres façons de faire. Donc, il y a des liens assez importants avec Grenoble, hein, en matière qui vient du Trièves, et donc voilà. Merci pour l'interview, merci pour le travail. Il y a pas mal de questions sur la violence. T'es pas obligé de réponse, mais là Tchéka te demande, je fais un peu de provocation, mais donc votre invité condamne les violences de 1789? Merci beaucoup, c'était passionnant, dit Mésange Pictavienne. Merci beaucoup pour la clarté de vos propos, te dit Roland. Merci Serge Slama pour cet entretien, te dit Sentier Battant. Merci beaucoup, te dit Mardeps. Merci d'être venu, et à dès que possible et nécessaire, te dit Durdenov. Casserole vaincra, te dit Révolution Remake. Oh, quel joli pseudo. Toutes les voitures nous dit j'arrive tard. Change le pseudo. J'arrive tard, mais merci. Super, merci, dit 20 mots. Merci Monsieur Slama, te dit Eurial. Merci, te dit Xaran Zito. Veux-tu ajouter quelque chose, Serge, ou c'est bon? Non, merci beaucoup pour l'invitation. Au plaisir, hein. Et continue ce que tu fais, hein. C'est important au poste. Oh. En tout cas, j'ai un petit truc à te dire. Quand tu as parlé il faut trouver une alternative, il y a un truc derrière toi qui s'est décroché.
Ouais. Je sais pas s'il y a un oracle grenoblois. C'est ma fiche de mon université, je crois. Je sais pas comment il faut l'interpréter. On t'embrasse, merci. Ah si, une dernière question. Ah oui, mais je pense pas. Les parapluies sont-ils autorisés ou interdits contre les drones? C'est une question technique. Ils sont autorisés. Le drone, de toute façon, n'a pas vocation à l'identification individuelle. Hein. C'est une surveillance des foules. Mais on peut aller en manifestation avec un parapluie. C'est pas encore interdit. Il n'y a pas eu encore de cas d'images de drones utilisées en justice pour incriminer une personne en particulier? Ça va arriver assez vite. C'est ça. Parce que, notamment la surveillance des banlieues. Ça va être que ça. Là, très clairement, pour le coup, c'est pour identifier des rodéos urbains, pour intercepter, pour interpeller. À Paris, quand il y a eu des personnes qui ont cassé, enfin, je sais pas comment dire, il y a eu des interpellations sur signalement des drones. Alors, évidemment, il n'y avait pas d'identification individuelle. De toute façon, le drone ne permet pas de reconnaissance faciale. Donc, oui, mais après, l'image sert de... Oui, l'image, s'il y a des poursuites judiciaires, les images sont conservées 7 jours. S'il y a des poursuites judiciaires, elles sont transmises à la justice. Sindou nous dit « Merci, tellement intéressant comme chaque émission, merci beaucoup. Mais ancienne étudiante en droit, j'ai beaucoup aimé. » Voilà. Ah. Voilà. Je ne sais pas si tu es une ancienne étudiante à toi ou pas. Voilà. Merci beaucoup Serge. Bonne journée à toi, bon combat à toi, et on te retweet dès que c'est possible. À bientôt. À bientôt. J'envoie les crédits. Amis de la police, du café, de la tendresse utopiste et des streams sérieusement libres, mille merci d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Opost. Loi antiterroriste détournée, liberté de manifester bafouée, drone partout, la France illibérale avec Serge Slama, professeur de droit public. Merci aux immenses modos de la PE Techno, Uriad, Jessie, Robin, Olivier. Merci à la folle équipe du site opost.fr, emmenée par les pétaradants Sylvia et Nicolas. Merci à Blast pour le partenariat.